Tu te rappelles de... Je suis la terreur qui corrige les erreurs. Hein? Je suis la langue française, ce que le dictionnaire est analphabète. Mais enfin, Je suis Darkwing Pesme. Il veut dire Mister Pesme, non? faut reconnaître que ça sonne pas terrible. Bande de mécréants, n'essayez pas de détourner mon attention sur ces billevesées sans importance. Vous allez devoir répondre de votre impardonnable faute. Moi? Quelle faute? Ah, je vois, c'est parce que tu allais me dire tu te rappelles de Mister Mask. Oui, et alors? Alors on dit se rappeler que et se souvenir de. Exactement, vil cuistre qui massacrait les langues françaises avec la cruauté d'un moutard de 4 ans qui brûlerait des fourmis avec une loupe. Ce travers de langage sans égal sera puni. Non mais on le fait tout le temps, ça, tout le monde le fait tout le temps. Peut-être, mais c'est quand même une erreur. Et lui, c'est la terreur qui corrige les erreurs. Et maintenant, maroufle, vous allez... Nous nous excusons platement pour notre crime envers la langue française. Croyez en notre sincère et profonde repentance, mais excusez-nous, nous devons garder l'antenne pour parler d'une innocente série qui a besoin de nous pour la sauver de l'oubli. Bon, ça ira, mais n'y revenez plus. Où en étions-nous? Mister Mask. Ah, Mister Mask. Spin-off de la bande à Picsou et un peu éclipsé par celle-ci, Mister Mask est pourtant celle des deux séries qui nous a laissé le plus de souvenirs sur le long terme. Il faut dire que son thème, la parodie des histoires de super-héros, lui a permis d'avoir à la fois un dynamisme exceptionnel, un humour piquant et une esthétique gothique plutôt plaisante. L'aspect qui frappe en premier, c'est justement l'esthétique. Ça ressemble énormément à Batman de la série animée, que ce soit dans l'ambiance, la forme des immeubles et les caricatures de vilains. Ça paraît assez évident que tout dans cette série est un hommage à Batman de la série animée. Jusqu'à ce qu'on vérifie les dates et qu'on se rende compte qu'en fait Batman est sorti un an après que Mister Mask ait été diffusé pour la Je première... suis la terreur qui corrige les erreurs. Je suis à la grammaire ce que les points sont sur les i. Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, je gère. C'est parce que c'est l'indicatif après que. Gna 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 gna. Et on pourra reprendre ce qu'on disait après que ce monsieur sera parti? Bon, je disais donc que Mister Mask a été fait avant. Du coup, c'est Batman la série animée qui est un hommage à Mister Mask? Limite, je serais tout prêt à y croire. Regarde ces immeubles, regarde ces couleurs, et même la façon dont l'action est gérée au sein des épisodes, il fait un peu penser. On reviendra sur l'esthétique à la Batman. Avant toute chose, parlons du générique. Plus rapide que l'éclair, dans un monde infernal, il s'en va faire la guerre aux forces du mal. Dans la jungle des villes, il n'a pas de trac, il attaque Mister Mask. Pour un générique chanté avec des paroles, celui-là est juste parfait. Parfait, t'exagères pas un peu? Disons qu'il est parfait pour introduire la série qu'il introduit. Il a été conçu un peu comme une chanson de nanar, mais sauf que c'est fait exprès. Une mélodie efficace, qui est plus un jingle qu'autre chose, juste ce qu'il faut de kitsch dans les paroles pour donner un ton spectaculaire, pas Adam Westien mais un peu plus light, qui incarne à merveille l'humeur de la série. Ça marche parce que c'est le générique d'un spin-off super-héros de la bande à Picsou. Ça peut se payer le luxe de cabotiner un peu sur le côté hymne à la gloire du héros du jour dans un univers qu'on connaît déjà. Le montage des images est assez efficace aussi. On y voit notre héros alterner gamelle monumentale et cascade ou posture réussie, ce qui donne à penser qu'il y aura dans la série un certain équilibre entre l'humour et le sérieux. Ça se vérifiera. Évidemment, le fait que, comme dans le reste de la série, la VF du générique ajoute des calembours, ça ne capte rien. La première fois que tu entends ce générique, que tu entends les paroles, que tu entends la façon dont la chanteuse s'y croit trop, tu es plutôt d'accord avec la deuxième phrase du refrain. Cette chanson trace. Mais au bout de 3 écoutes, tu es juste accro. Elle est conçue pour ça. En un mot commençant, ce générique est tout à fait représentatif de la série qu'il introduit, dont ce serait bien que nous nous décidions enfin à parler. C'est une série humoristique qui rend hommage aux comics de super-héros et aux films de James Bond. Et je dis bien hommage, ce n'est pas une caricature. Ce n'est pas non plus une parodie ou un cartoon Adam Westien. En tout cas, pas complètement. Il y a des références à la culture populaire, comme on en trouverait dans une vraie parodie, et on se moque parfois gentiment des clichés du genre. Mais le côté super-héros n'est pas tourné en ridicule. Déjà parce que le héros n'est pas ridicule. On s'y attend, mais non. Il a de vraies compétences. Et s'il lui arrive souvent de glisser sur des pots de banane, c'est toujours plus par malchance que par bêtise. Les aspects risibles de sa personnalité sont plus liés à ses motivations, sa vision du monde, de lui-même, et à sa façon de s'exprimer qu'à sa capacité à être un vrai héros. On y reviendra. Et d'une manière générale, le genre héros masqué n'est pas tourné en dérision comme il l'est parfois dans Batman l'Alliance des héros. Non, c'est une histoire de super-héros très sérieuse dans un univers déjanté où les gens ont des têtes d'animaux et des noms en rapport avec leur espèce. Les péripéties sont déjantées, mais les enjeux ne sont pas réduits. Même si le danger qui menace Bourg-les-Canards est une horde d'appareils électroménagers rendus vivants par un super vilain électrique, c'est quand même un véritable danger. Quand, en VF, le héros parle de corriger les erreurs dans son slogan, il ne parle pas de faute de grammaire, il parle de délinquance.
Du coup, puisque l'aspect super-héroïque est sérieux, sur quoi va s'appuyer l'humour? Bah déjà, comme on a dit, il y a pas mal de références. Et quand même, quelques clichés qui sont parodiés de manière soft. Mais le comique de situation, à la fois lié à l'aspect rocambolesque de l'univers et à la situation personnelle et familiale du héros, va être le ressort humoristique principal. En VO du moins, parce qu'en VF... Oui, c'est une de ces séries-là. Visiblement, les traducteurs sentaient qu'il allait y avoir des références ou d'autres blagues qui allaient passer à la trappe pendant la traversée de l'Atlantique. Alors ils ont fait ce qu'il y avait de plus intelligent à faire dans ces cas-là. Au lieu d'essayer de traduire les blagues intraduisibles, ils en ont rajouté à chaque fois qu'ils pouvaient. Mr. Mask arrivait pour enquêter sur la mystérieuse disparition de la jambe en l'air préposée à la sécurité. Et mon Dieu, ils ont pu. L'accent, ça fait pas un peu John Wayne? Ça fait plutôt circonflexe. À votre place, j'ajouterais des graves. Sur mes voyelles, bonne idée. Consonne la charge. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des calembours. Je n'aime pas beaucoup vautour. Un certain nombre de calembours. Ce n'était qu'un canard malgré tout. Beaucoup de calembours. Je suis à mes adversaires ce que la noblesse est aristocrate. Qu'est-ce que je raconte, moi? Des calembours par paquet, qui feraient passer ceux de Métro, le robot d'Il était une fois l'espace, pour des mots d'esprit dignes de la cour de Louis XIV. Et pas seulement des calembours en fait. Déjà, même si Mr. Mask ne corrige pas les fautes de grammaire des autres, il est lui-même exagérément verbeux. Moins qu'Achille Talon, mais dans un style similaire. Ensuite, il y a pas mal de références franchouillardes. Je n'ai besoin de personne en Margaret Davidson. En particulier dans l'épisode où Mr. Mask et Poussinette voyagent dans le passé pour rencontrer et inspirer le jeune futur Mr. Mask. Le méchant de cet épisode ayant un thème musical, c'est un festival de citations sorti de la variété française. Ma mère m'a dit, Visser, fais-toi couper les cheveux. Effectivement, mais puisqu'on parle de cet épisode, il y a tout de même un bémol dans sa traduction. La devise de Mr. Mask, Let's get dangerous, devenons dangereux, a été traduite en français, ça va craindre un masque. On vous a dit qu'il rajoutait des jeux de mots. Quoi qu'il en soit, un des gags de l'épisode est que le jeune futur Mr. Mask, pas encore héroïque, n'arrête pas de demander si ce qu'on lui demande de faire ne va pas être dangereux. Les traducteurs ont laissé tomber l'écho à son futur slogan et ont simplement formulé son interrogation telle quelle. Est-ce que ça va pas être dangereux ? Ils auraient pu garder la blague en lui faisant dire « Est-ce que ça ne craint pas un peu » pour faire écho à « Ça va craindre un masque Oh, ça va, on peut bien leur pardonner ça, vu le boulot qu'ils ont fait sur cet épisode et sur tous les autres. Du coup, en VF, les dialogues sont ce qu'il y a de mieux. Donc la VF est devenue en partie introuvable. ». Sur le plan technique, il n'y a pas grand-chose à redire. Disney, what else ? Mais on relèvera quand même 2-3 erreurs de colorisation ça et là. On voit que c'est Disney parce que les épisodes sont dans le désordre, comme pour Aladdin. C'est un truc qui m'a toujours mystifié dans Aladdin. Il y a des épisodes de la saison 2 dont la suite est dans la saison 1. Dans Mr. Mask, c'est un peu plus compliqué. Le double épisode d'introduction a bien été diffusé en premier, mais il a les numéros de production 53 et 54. Certains méchants sont vus à l'écran avant leur épisode d'introduction, et d'autres sont vus dans une saison et introduits dans une autre. Mais il faut savoir que les 2 premières saisons de Mr. Mask ont été produites simultanément et diffusées simultanément de manière concurrente dans 2 émissions différentes. Et en fait, c'est ça aussi qui s'est passé pour Aladdin. Non seulement c'est très étrange, mais en plus ça fait qu'il est impossible de savoir dans quel ordre il faut regarder les épisodes en se basant uniquement sur leurs numéros. Du coup, on sait pas à quel point c'est lié à cette façon bizarre de procéder, mais il y a 2-3 soucis de cohérence. Dans l'épisode où Mr. Mask vieillit à cause de sa super vitesse, Poussinette appelle son père au secours à la télé. Là, Sinister Mask, le double maléfique de Mr. Mask, précise qu'elle parle de Mr. Mask. Or, cette gamine étant championne officielle de jeux vidéo, son nom de famille est nationalement connu. Catastrophe! Tout bourre les canards va comprendre que Mr. Mask est Albert Colvert, père de Poussinette Colvert. Eh bien non, malgré cette révélation publique, l'identité de Mr. Mask reste secrète. Tous les téléspectateurs devaient avoir piscine au moment où l'info a été diffusée. Là, à la rigueur, c'est un détail précis dans un épisode. Mais on a le même problème que dans Phantom 2040. Tous les sidekicks de Mr. Mask se montrent à ses côtés à visage découvert, et ce tout autant aux côtés de Mr. Mask que d'Albert Colvert. Et personne se demande pourquoi la fille d'Albert Colvert, son coloc et le fils de ses voisins sont toujours sur le terrain aux côtés de Mr. Mask. Officiellement, Poussinette est la présidente du fan club de Mr. Mask. Ça justifie qu'elle le stalk. Quant à Flagada, je suis pas sûre qu'il habite réellement chez les Colvert. Il y est tout le temps et il y fait héberger ses potes. Les bourbifoot, leurs voisins le connaissent. Ils n'ont jamais fait le rapprochement avec le type qu'on voit aux côtés de Mr. Mask à la télé? Non, parce qu'à son grand dame, Mr. Mask passe en fait assez peu à la télé. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs, il en fait suffisamment pour mériter la gloire qu'il cherche tant. Mais allez savoir pourquoi les journalistes ne sont jamais là quand il faut. Chaque fois qu'il déboule, c'est soit pour assister aux exploits de quelqu'un d'autre, soit pour prendre une image qui sera interprétée de travers. La malchance. Comme on a dit, Mr. Mask est compétent comme héros. Plus exactement, il n'est pas hyper doué, mais quand même assez pour faire un travail de professionnel, ce qui est déjà bien pour un super-héros. Du coup, pour qu'il se prenne quand même assez de gamelles pour alimenter le ressort comique, il a fallu le rendre incroyablement malchanceux.
Bon, pas trop quand même, des fois il échoue pour d'autres raisons. En général parce qu'il est trop imbu de lui-même pour admettre qu'il pourrait être induit en erreur par les apparences, parce qu'il est trop idéaliste pour croire que ses adversaires pourraient tricher, ou parce qu'il est tellement procédurier qu'il ne remarquera pas l'indice énorme qui clignote, trop occupé à relever les empreintes avec une méthode digne des plus grands détectives. N'empêche qu'il sait les relever, les empreintes. Et qu'il est à la pointe de la technologie. Qu'il a des connaissances solides dans toutes les sciences nécessaires à la résolution d'enquêtes. Il pratique les arts martiaux avec dextérité, même s'il a une fâcheuse tendance à oublier le lait, et il maîtrise même l'art du fakir. Il sait aussi ouvrir les coffres forts, il sait faire plein de choses bizarres en fait. Et en particulier faire le truc bizarre avec les doigts. Qui dit mieux? Et tout ça juste parce qu'il veut devenir célèbre et être adoré par une horde de fans. Faut quand même être motivé. J'en connais qui se contentent de s'inscrire à Secret Story. Non, lui, il aurait pas pu s'en contenter, parce que même s'il cherche la gloire, il est héros par vocation. Son désir est de vivre une vie d'action et d'aventure, de faire du bien autour de lui, et de récolter les lauriers, certes, mais des lauriers mérités. Il est un héros parce qu'il aime les héros, et qu'il a envie d'en être un vrai. Il y a 2 épisodes sur son origin story. 3 si on compte celle où il est le dernier survivant d'une planète disparue qui a été élevé par des moines tibétains. Ça compte pas, c'est une histoire délirante racontée à des enfants dans un futur où on n'a quasiment plus aucune information le concernant. Il n'y a que 2 épisodes d'origin story sérieux. Celui que nous avons déjà évoqué où le futur lui inspire le lui enfant pour qu'il acquiert le caractère nécessaire à sa carrière dans le super-héroïsme, et un avec un flashback où il enfile le costume pour la première fois pour sauver ses camarades de lycée d'un super vilain qui vient foutre le bordel au bal de fin d'année. Les 2 origines ne sont pas incompatibles et peuvent très bien être la suite l'une de l'autre. Aucune des 2 n'est incohérente avec la grande caractéristique qu'exhibe Mr. Mask tout au long de la série et qui est à la fois intéressante et originale tant dans les histoires de super-héros que dans n'importe quel genre impliquant la progression d'un personnage dans une discipline comme les shonen. Mr. Mask n'a pas de prédisposition particulière pour ce métier si ce n'est le goût de l'enquête, mais il n'a pas non plus de handicap qu'il devra surmonter pour quand même devenir un champion. Il est juste raisonnablement doué, ce qui est déjà quelque chose quand le métier consiste à tout savoir faire, et est suffisamment motivé pour faire ça à plein temps. Ça s'appelle exercer un métier, et cette approche des choses n'est pas forcément intuitive pour un auteur qui s'adresse à des enfants, ça mérite d'être salué. Même si ce n'est jamais explicitement dit, il est probable qu'Albert Colvert, qui n'est absolument pas un Colvert soit dit en passant, disparaisse complètement de la circulation à partir de ce bal de fin d'année au cours duquel il devient Mr. Mask. Le premier épisode de la chronologie le montre vivant dans son repère, dormant le jour, patrouillant la nuit et exerçant le métier de super-héros à temps plein. On ne saura jamais d'où lui viennent ses ressources. Probablement des royalties de la roue dont son ancêtre est l'inventeur. En tout cas, en dépit de 2-3 épisodes où le scénario exige qu'il cède à l'appât du gain, l'argent n'est clairement pas un problème pour lui. Il suffit de voir le matos qui se trimballe et casse dans à peu près tous les épisodes. La maison où il vit avec Poussinette, et peut-être Flagada, c'est pas clair, il ne l'a probablement acheté qu'au moment où il a adopté Poussinette, se disant qu'un repère de super-héros n'est pas un environnement convenable pour une petite fille. Ce qui expliquerait du coup pourquoi personne ne grille que les gens qui se baladent tout le temps aux côtés de Mr. Mask, c'est l'entourage d'Albert Colvert. À part les bourbifoutes, personne ne connaît Albert Colvert. Si les professeurs de Poussinette n'étaient pas régulièrement obligés de convoquer son tuteur parce qu'elle se conduit mal, personne ne saurait qu'Albert Colvert existe. Albert Colvert n'existe pas. Enfin, c'est une façon de parler, bien sûr qu'Albert Colvert, c'est bien le nom qui est écrit sur son état civil. Ce que je veux dire, c'est que le personnage d'Albert Colvert n'existe pas. Ce n'est même pas comme Bruce Wayne pour Batman. Il ne prend même pas la peine de jouer un autre rôle en tant qu'Albert Colvert. Son identité civile est une convention qu'il suit pour permettre à Poussinette d'avoir une enfance à peu près normale dans une vraie maison. Mais ce qu'il est en tant que Mr. Mask, il l'est tout le temps. Très idéaliste et très prétentieux, comme on a dit. Mais ça ne l'empêche pas d'être capable de se remettre en question plus vite que n'importe quel autre personnage de dessin animé. Quand il se conduit mal avec sa fille, il s'en rend compte immédiatement. Je connais des parents qui, des années après, n'admettent toujours pas que non, couper la viande d'une fille de 10 ans, ça ne lui donne pas l'impression d'être traité comme quelqu'un de responsable. Comme pas mal d'autres de ses pensées, son besoin viscéral de se considérer comme le meilleur ne tient pas une minute face à l'affection qu'il a pour sa fille. Ce caractère atypique de Mr. Mask, ajouté au fait que Mr. Mask est le personnage principal, permet que les tracas ordinaires de la relation parent-enfant soient davantage présentés du point de vue du parent que de celui de l'enfant. Ça aussi, c'est une approche peu intuitive pour un auteur qui s'adresse à des enfants. Ça aussi, ça mérite d'être salué. En fait, s'il se complique la vie dans des réflexions complexes et tarabiscotées alors que la solution est évidente et sous son nez, ce n'est pas tant par bêtise que par goût du spectaculaire. Si seulement je savais dans quelle direction se file le bout du jour, et ça ferait enfiler. Eh ben, on n'a qu'à suivre la trace des aiguilles de pain. Évidemment. Si tu as envie de procéder de façon simple, alors... Voilà, ça résume parfaitement le personnage. Mr. Mask, il préférera toujours faire des grands discours et apparaître avec panache plutôt que de tomber sur le méchant et l'assommer. Ramasser les indices microscopiques sur le bitume plutôt que de regarder l'énorme drapeau en haut du building. Mais comme on a dit, il fait de vraies enquêtes et de vraies déductions.
Il y a tout un tas de choses évidentes à faire qu'il ne fait pas, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Il est très mauvais profiler, ce qui fait qu'il se fait toujours avoir par un mauvais tuyau, comme l'inspecteur Gadget. Mais il a de vraies capacités déductives, ce dont il est permis de douter pour l'inspecteur Gadget. En plus, à part lui, tous les héros de cet univers sont des branques, alors qu'il est le seul à n'avoir aucun super pouvoir. Je te signale qu'un super-héros n'est pas forcément doué de pouvoirs exceptionnels. Il s'estime plus apte que ceux qui ont des super pouvoirs. A raison certes, mais du coup il y a des situations où il est assez difficile de lui faire admettre qu'il devrait collaborer, et d'autres où il est difficile de lui faire comprendre qu'il faudrait un peu plus de diplomatie et un peu moins de muscles. Et le fait qu'il n'aime pas les origin stories de super vilains n'aide pas. Rien n'énerve plus que de les entendre raconter. Malheureusement, tout super vilain qui se respecte rêve de raconter son origin story. Et ça l'intéresse pas. Évidemment, il dira jamais pourquoi ça l'intéresse pas. C'est pas le propos des épisodes qui ne sont d'ailleurs pas à suivre, et qui sont souvent plus focalisés sur l'action et l'humour. Mais il a l'air de trouver que les histoires personnelles de criminels n'expliquent rien, que ce ne sont que des prétextes, que devenir un super vilain est d'abord un choix. Et effectivement, il est bien placé pour savoir que dans la vie, tout va pas toujours comme on veut et qu'on devient pas un criminel pour autant. Il n'a pas d'indulgence pour ceux qui ont choisi de commettre des crimes. De l'écoute et de la compassion, il peut en avoir, mais en général, c'est réservé à sa fille, Poussinette. Au passage, Poussinette, c'est son vrai prénom, pas un surnom affectif donné par son père. Ça fait un peu bizarre, c'est comme si t'appelais ton gamin Titounet ou Choupinou. C'est quand même moins pire que Petit Boy! En anglais, elle s'appelle Gouzaline. Traduction littérale de son nom, Ouazaline. Pour avoir un équivalent, il aurait sans doute fallu traduire Can-Sophie. Ouais, bof. Poussinette, c'est pas si mal, finalement. De toute façon, Mr. Mask n'est pas responsable de son prénom puisqu'il l'a adopté. Ouais, de rechef, l'épisode de l'adoption, c'est uniquement pour justifier qu'elle n'est pas de mère. En réalité, ils se comportent comme s'ils étaient père et fille depuis des années. Elle fait régulièrement référence aux plusieurs vacances et aux plusieurs fêtes qu'ils ont passées ensemble, alors que, vu qu'elle ne grandit pas, ils peuvent pas être ensemble depuis plus d'1 an. C'est pas plus important que ça. Le plus important, c'est que Mr. Mask est un super-héros papa, comme Anatole. Mais là où Anatole était principalement un papa avant d'être un super-héros, Mr. Mask, malgré son extrême bonne volonté pour élever sa fille aussi bien que possible, rencontre davantage de difficultés dans cette tâche, du fait d'être avant tout un super-héros et ensuite un papa. C'est bizarre d'ailleurs, parce que sa fille est réellement ce qu'il y a de plus précieux au monde pour lui. Si elle disparaît, il passe carrément du côté obscur. Mais son métier de super-héros reste la part la plus importante de son identité, plus importante que sa paternité. Pourquoi ? Plusieurs facteurs. Le premier et le plus évident, c'est qu'il est déjà un super-héros au moment où il adopte Poussinette. Comme on a dit, il n'avait sans doute pas de maison en banlieue ni d'identité secrète avant de l'adopter, puisqu'il dormait dans son repère avant. Ce sont des choses qu'il a mises en place pour lui offrir un cadre de vie plus agréable qu'un quartier général lugubre en haut du pont de Bourg-les-Canards. À partir du moment où il ne renonce pas pour autant à la cape et au masque, le super-héroïsme reste son identité principale. Et à part ça ? À part ça, paradoxalement, le fait qu'il n'y ait aucun conflit entre la vie de super-héros et la vie de famille d'Anatole fait qu'il vit ces deux activités de manière parfaitement sereine. Et que dans cette ambiance sereine, ce qui va prendre le plus d'importance à ses yeux sera effectivement ce qui est le plus épanouissant, sa vie de famille. Sans aller jusqu'à dire que Mr. Mask n'est pas épanoui dans son rôle de père, on ne peut quand même pas affirmer que ce soit une activité sereine pour lui. Poussinette est une enfant à problème. Bon, elle n'est pas méchante, encore que, mais elle souffre d'une surdose d'énergie qu'elle ne demande qu'à investir en s'impliquant dans les enquêtes de son papa, ou en pratiquant tout un tas d'activités dangereuses pour elle et la propriété d'autrui. Du coup, Mr. Mask est déchiré entre ses responsabilités de super-héros et de père. À l'instar de Peter Parker, que les événements amènent souvent à conclure qu'il ferait mieux de renoncer à être Spider-Man pour protéger son entourage, mais ne le fait pas parce que New York a quand même besoin de Spider-Man, Mr. Mask est de temps en temps amené à conclure qu'il ferait mieux de renoncer au super-héroïsme pour élever correctement Poussinette, mais ne le fait pas parce que Bourg-les-Canards a quand même besoin de Mr. Mask. C'est en cela qu'il est davantage un super-héros qu'un père. Quelque part, il sacrifie Poussinette à l'intérêt général. Ouais. En même temps, cette gosse ne supporterait pas 2 minutes de vivre dans un cadre normal. Les activités nocturnes de son père sont un exutoire plutôt sain à son hyperactivité. Si elle n'y participait pas, je gage que ses bêtises deviendraient autrement plus malsaines. En fait, on est dans le schéma classique de la famille monoparentale où le parent qui travaille essaye d'élever seul son enfant. Le métier de super-héros est le seul que Mr. Mask est. Compte tenu de cet aspect des choses et du fait que Poussinette ait une certaine impétuosité, Mr. Mask ne se débrouille pas plus mal que n'importe qui dans cette situation. Il est même, je pense, plus présent pour ses enfants que ne l'est Bruce Wayne. Poussinette est, comme Mabel de Gravity Falls, un personnage hystérique et égocentrique, et l'indifférence qu'elle peut avoir vis-à-vis des conséquences de ses actes est le ressort principal de son dynamisme. Mais contrairement à Mabel, elle ne fait équipe avec le héros qu'au corps défendant de celui-ci. Sa situation est davantage comparable à celle de Jade dans Jackie Chan. Elle n'est pas censée être une partenaire fiable. Elle a le rôle de l'enfant insupportable en plus d'en avoir le caractère. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'elle est et ce que le scénario exige qu'elle soit. En conséquence, sa présence
présence, loin d'être insupportable, assure une partie du ressort comique et peut être prétexte à tous les rebondissements. La recette Mr. Mask repose tout autant sur ses frasques que sur le cabotinage de son père. Si on doit parler de ce qui fait la recette Mr. Mask, on doit parler de Flagada Jones. Flagada Jones, c'est un personnage venu tout droit de la bande à Picsou. Les auteurs affirment que c'est un canard, mais la forme de son bec évoque plutôt celui d'un pélican. Mécanicien et pilote d'avion, il se présente lui-même lors de sa première rencontre avec Mr. Mask comme son plus grand fan. Comme à ce stade, des fans Mr. Mask n'en a pas des masses, c'est probablement vrai. Toujours est-il que cette déclaration et ses compétences plus ou moins approximatives en matière de pilotage lui vaudront d'être recruté par Mr. Mask comme son bras gauche. Tu veux dire son bras droit? Non, son bras gauche, parce qu'il est pas très adroit. Il était perché celui-là. À première vue, Flagada Jones est censé être le sidekick un peu bête, destiné à se prendre les gamelles et à dire les bêtises. Mais vous commencez à le comprendre, cette série ne fonctionne pas comme ça. Personne n'y est bête, ou alors tout le monde l'est. En fait, tout le monde fait tour à tour preuve de naïveté ou de clairvoyance en fonction des circonstances. Tout le monde a de vraies compétences, mais se prend les pieds dans le tapis, héros comme sidekick, grand méchant comme figurant. Quand un personnage se montre vraiment très à côté de la plaque, c'est justifié par le fait que ce soit un bébé. Un bébé très costaud, mais un bébé quand même. C'est un univers où la bêtise et l'intelligence ne sont pas distribuées en fonction des personnages, mais en fonction des situations. Tu veux dire comme dans Dragon Ball Z? Non! Dans Mr. Mask, il arrive que tous les personnages soient intelligents en même temps. Les personnages ont des caractéristiques ni bonnes ni mauvaises, qui les amènent tantôt à faire des erreurs grossières, tantôt à être la personne de la situation. Mr. Mask est prétentieux, donc il n'imagine pas qu'on puisse essayer de le tromper et se fait avoir par tous les mensonges. Mais son ambition de perfection le rend incorruptible et courageux. Poussinette est impulsive, donc elle se précipite dans tous les pièges venus, mais elle a aussi l'esprit d'initiative qui peut sauver son père à tout moment. Bref, Flagada Jones n'est pas le gros et ne le sera jamais. Il sera le pilote très mauvais pour atterrir, mais très attentif et à l'écoute de ses compagnons, capable de dire la parole sage et apaisante au moment où il faut, de faire preuve de bon sens quand Mr. Mask n'en a pas, mais qui n'est en même temps pas assez fiable pour qu'on le laisse faire la cuisine ou prendre soin de la gamine. Ce qui lui permettra de poser la question naïve quand Mr. Mask a la solution mais a besoin d'un prétexte pour l'exposer. Si c'est un personnage de la bande à Picsou, comment se fait-il qu'il habite à Bourg-les-Canards et pas à Canardville? Le hangar où on le rencontre se trouve peut-être à Canardville. L'épisode n'est pas spécialement précis là-dessus. Apparemment, Canardville est dans la banlieue de Bourg-les-Canards. En tout cas, ce n'est pas très éloigné. Un peu comme Gotham City et Metropolis qui sont en fait très proches l'une de l'autre. En tout cas, il ne faut que quelques minutes à Robotique pour voler de l'une à l'autre. Ça explique pourquoi lui et Flagada sont dans les deux séries. À partir de 2 ou 3 épisodes, Mr. Mask n'arrête pas de se tromper en disant son prénom. Parfait, y'a de Fla. Pas de problème, mon cher Flaria Ravda. On y va, gras du Fla. Encore un ajout de la VF. Et totalement gratuit en plus. C'est juste pour le gag, ça ne signifie rien, à part peut-être que Mr. Mask est tellement égocentrique qu'il ne prend même pas la peine de prononcer correctement le nom des gens. Ou le simple plaisir de faire une exception à l'action inconséquente numéro 4. En dépit ou à cause de sa rhétorique trop verbeuse, Mr. Mask n'a pas une très bonne élocution. Certes, oui, mais moi je vous ai manipulé avant que vous me manipulissiez. Je vous ai mené jusqu'ici par le bout du museau, contre moi, Mr. Mask. Et à la question que vous vous posez tous sur Flagada Jones, à savoir... Je me demande comment il est sans son casque. La réponse est, ça dépend. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. En français, il appelle Mr. Mask double M. Dites-moi double M. Vu qu'en VO c'est Darkwing Duck, ça nous a amené à nous demander s'il l'appelait Double D's en anglais. Ce qui aurait été marrant vu que Double D's en anglais ça veut dire autre chose. Mais non, on est quand même dans une série pour enfants. En anglais, Flagada ne l'appelle pas Double D's, mais DW. Hey, DW. Pourtant, même en VO, Darkwing Duck précise que son nom est en 2 mots, pas en 3. Digression sans intérêt. Le troisième supporting character de Mr. Mask, c'est ce charmant bambin aux lunettes rondes répondant au nom pas ridicule du tout de Cui-Cui. C'est un surnom. Son vrai nom est Craignos Bourbifoot Jr. Étrange d'ailleurs parce que normalement c'est le fils aîné qui hérite du prénom de son père. Digression sans intérêt de Rechef. Cui-Cui, comme son chara-design l'indique, est un petit génie scientifique dont le QI anormalement élevé pour son âge servira à diverses reprises. Meilleur ami de Poussinette, il est le seul à supporter en toutes circonstances son caractère impétueux, voire tyrannique, mais pour ce qu'on en voit, elle est probablement également la seule à supporter son caractère intellectuel et timoré. Dans l'équipe, il sera le classique spécialiste des sciences destiné à trouver une solution scientifique aux problèmes du jour. Il est attachant, principalement à cause de son allure et de sa voix en VF, mais il y a au final assez peu à dire sur lui. Il se retrouve souvent à jouer le rôle du Jack William Dalton, le gars pas spécialement remarquable qui est surtout là pour montrer que le groupe est un groupe, pas une somme de multiples personnalités. La principale question qu'on peut se poser le concernant, c'est est-ce qu'il est réellement le fils de ses parents et le frère de son frère, ou est-ce qu'il a été adopté? C'est vrai que la matière grise, ça n'a pas l'air d'être le caractère proéminent chez les Bourbifoot. À première vue, les parents et le grand frère sont tous trois de fiefs imbéciles. Sauf qu'on est dans Disney, du coup c'est un peu plus compliqué. Pas si compliqué que ça. Les Bourbifoot père et mère, normalement, c'est le couple de beaufs parfait. Lui est vendeur,
Bon vendeur, mais vendeur au porte-à-porte, ce qui de tout temps a toujours été universellement reconnu comme la pire engeance de vendeur. Elle est femme au foyer, dans le genre plutôt dynamique et efficace, mais assez superficielle à côté de ça. Ils ne s'intéressent qu'à leur télé, leur barbecue, leur confort matériel. Ils votent sans doute pour Donald, Doc, qui est apparemment assez célèbre dans cet univers. et ils ont l'esprit si étroit qu'ils n'ont jamais remarqué que leur fils aîné était une brute et leur fils cadet un surdoué. En un mot commençant, on ne demande qu'à les mépriser autant que Mr. Mask les méprise. Sauf que, comme tu l'as dit, on est dans Disney, et mieux, on est dans Mr. Mask, et en conséquence, aucun personnage n'y est réellement méprisable. Tout beauf qu'il puisse être, Craignos et Bisou Bourbifoot sont un couple uni et sincèrement amoureux. Leurs sentiments l'un pour l'autre est ce qui leur donne des ailes quand les circonstances l'exigent, et leurs compétences respectives de vendeur et de femme au foyer ont l'occasion de servir au scénario de temps en temps. En revanche, tant que le grand frère, lui, c'est bien une brute au-delà de toute rédemption. Il n'y aura jamais de scène pour le rendre attachant. Il est souvent puni pour son attitude, mais ça lui apprendra à ne pas sous-estimer la puissance de ceux qu'il martyrise. Pas arrêter de martyriser. En même temps, on lui laisse largement l'occasion de martyriser son frère. Pourquoi Poussinette et Cuicui l'emmènent avec eux au cinéma? Voilà pour les alliés réguliers du héros. Il y en a des épisodiques qui, comme on a dit, ne sont en général pas plus efficaces que Mr. Mask en tant que super-héros. Comme eux ont des super-pouvoirs, on est bien obligé de les rendre un peu plus bêtes que Mr. Mask pour justifier cet état des choses. En fait, le seul à être vraiment bête, c'est Robotique. Et il l'est pour la même raison que Mr. Mask, parce qu'il est extrêmement imbu de lui-même, même si lui tente de le cacher. Pour les autres, il y a toujours une excuse. Neptune, qui est un personnage féminin en VO et on ne sait pourquoi devenu un homme en VF, est totalement étranger ou étrangère au monde de la surface, donc c'est normal qu'il ou elle ait du mal à juger correctement les situations. Sigmund le dinosaure est, comme on l'a déjà dit, un bébé de 3 mètres de haut, mais un bébé quand même. Quant à Morgana la maudite, qui est une sorcière, c'est pas qu'elle soit mauvaise en magie, c'est que la magie dans cet univers c'est quelque chose de super compliqué. Dès qu'on rencontre un autre magicien, il a autant de mal qu'elle à réussir ses sorts correctement, et dans un épisode tardif, on apprend que pour réussir un sort, il faut arriver à faire de tête un tas de calculs très compliqués, ou faire un pacte avec le diable. Morgana, son problème, c'est aussi que c'est une ancienne super-vilaine. À l'instar de Catwoman dans Batman, elle a rencontré Mr. Mask alors qu'il enquêtait sur les crimes qu'elle commettait, et bim, coup de foudre réciproque. On est dans un monde de canards parlants, je veux bien croire au coup de foudre. Bref, après une période de transition où les deux espèrent voir l'autre changer de camp pour le rejoindre dans le sien, c'est finalement elle qui passe du côté des gentils. Bon, le parcours psychologique de Morgana durant cette période de transition est peu clair, vu que la série n'est pas à suivre et que les épisodes ne sont pas dans l'ordre chronologique. Dans son épisode de première apparition, elle se range du côté de Mr. Mask à la fin. Mais il y a plusieurs épisodes qui se passent forcément après et où on voit qu'elle reste ambivalente et que Mr. Mask reste mitigé vis-à-vis d'elle. Mais en tout cas, au bout d'un moment, c'est officiel, elle est devenue honnête et la petite amie de Mr. Mask. Or, son modus operandi, son thème, son style, c'est quand même d'être une méchante sorcière. Quand elle se fâche, son réflexe, c'est de changer les gens en crapauds. Et ça ne lui fait pas peur de manipuler ses ennemis pour parvenir à ses fins. Oh ça ne pose pas de problème à Mr. Mask du moment qu'elle est sincèrement dans le camp de la justice et de la loi. D'ailleurs il l'aime son thème de méchante sorcière. Adieu, Morgana. J'aurais adoré partager vos toiles d'araignée. La seule chose avec laquelle il a du mal, c'est sa cuisine. Ce qui est bien embêtant parce que Morgana, ayant renoncé à sa carrière de criminelle, a décidé de devenir restauratrice. Elle rencontre un certain succès d'ailleurs, contre toute attente. C'est parce que les bourbifoutes croient que ces plats de sorcières, c'est de la cuisine française. La cuisine française, c'est des huîtres, des cuisses de grenouilles et des escargots. Ok, donc c'est effectivement de la cuisine française. Mais Mr. Mask aime pas. C'est leur seul vrai sujet de discorde. À part ça, le couple a l'air de fonctionner à peu près bien. Plutôt bien, oui, mais c'est quand même plus grâce à lui que grâce à elle. Moi, un mec qui accepte de passer la soirée avec son pire ennemi juste pour me prouver qu'il croit en la possibilité de rédemption chez les super vilains, je ne le change pas en crapaud à la fin de l'épisode. Donc, comme je dis, il aime bien son thème de vilaine sorcière. Elle a pas spécialement besoin d'y renoncer. D'autant plus si ça peut être efficace pour combattre le crime. Après tout, lui aussi, il a choisi de s'habiller en couleur sombre et d'apparaître dans de la fumée en criant un slogan. Si Morgana est un ersatz de Catwoman, ça n'a rien d'étonnant. À peu près tous les antagonistes de cette série sont un ersatz de méchants connus. Mou du genou, c'est Ivy l'empoisonneuse ou Floronic Man, Megavolt c'est Electro, Pokernaz c'est un mix entre le Joker et Toyman. On va peut-être pas les énumérer tous non plus. Des méchants, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a même qui n'apparaissent que dans 1 ou 2 épisodes. Bon, ok. Focalisons-nous sur les plus récurrents. Le principal ennemi de Mr. Mask, c'est... Le Dr. Slug. Qui? Lui, là. Sérieusement, mais on le voit qu'une fois et dans une scénette d'intro en plus. Peut-être, mais apparemment c'est un vilain assez éminent dans cet univers parce qu'on en parle tout le temps. On apprend dans un épisode que c'est lui l'ennemi public numéro 1, c'est Mr. Mask n'étant que le numéro 2. Et Megavolt est surpris et touché d'apprendre que Mr. Mask le considère comme un ennemi plus important que Dr. Slug. Ok, je reformule. Le principal ennemi de Mr. Mask dans le cadre, c'est... lui-même en fait. Enfin, pas lui-même, son double d'un univers parallèle. Comme il domine le monde dans son univers et qu'il s'emmerde,
il vient foutre le bordel dans celui de Mr. Mask, où c'est bien plus amusant de criminaler vu qu'il a son reflet inversé qui lui résiste efficacement. On dit que tous les méchants sont des ersatz de méchants connus. Lui, c'est visiblement Reverse Flash, si on en croit les couleurs. Bon, le Nega Ninja c'est une idée très basique, pas besoin d'être l'ersatz de quelque chose. L'idée du double maléfique est généralement une bonne recette et celle-ci ne fait pas exception, même si ça génère des questions bizarres comme comment ça se fait que l'identité de Mr. Mask ne devienne pas publique quand Sinister Mask est arrêté? On ne le démasque jamais en prison? Ce n'est pas évident d'identifier un visage quelconque dans une grande ville comme Bourg-les-Canards, à plus forte raison quand ce sont des canards qui se ressemblent tous. Pokernaz aussi ressemble beaucoup à Albert Colvert quand on le voit sans son costume. En plus, cette histoire de monde parallèle n'est peut-être pas de notoriété publique et ne semble intéresser personne. Et si tant est que les canards ont des empreintes Je digitales... suis la terreur qui corrige les erreurs. Ouais, d'accord, si tant est que les canards aient des empreintes digitales, ta gueule! Celles de Sinister Mask sont peut-être inversées par rapport à celles d'Albert Colvert. Il y a aussi que Sinister Mask n'a pas d'identité secrète, lui. C'est en tant que Sinister Mask qu'il a sa maison en banlieue et sa Poussinette dans son univers. C'est l'un des trucs qui donne à penser que Mr. Mask n'en avait pas non plus avant d'adopter Poussinette. On ne voit jamais Sinister Mask enlever son masque. Si ça se trouve, ce n'est pas un vrai masque, c'est de la chirurgie plastique. Un peu tiré par les cheveux. Sinister Mask étant le double maléfique, il n'a pas d'autre motivation que le mal absolu. Il est méchant pour être méchant sans avoir besoin d'origine story tragique pour ça. Ça simplifie les choses, il peut servir à tout. C'est lui qui, entre autres, aura l'idée de créer les 5 mercenaires, ersatz des Sinister Six de Spider-Man. Ce qui, en parfait accord avec le reste de la série, se révélera à la fois une bonne et une mauvaise idée. Ce groupe de vilains est constitué des méchants les plus réguliers. D'abord il y a Megavolt, le plus régulier de tous. À défaut d'être le plus dangereux, il est le méchant le plus fréquent. Comme son nom l'indique, c'est un rat doté du pouvoir de l'électricité statique. Malmené au lycée, il est devenu un super vilain pour foutre le bordel au bal de fin d'année. C'est lui le fameux super vilain à l'origine de la carrière de Mr. Mask. À la base simple voleur ayant pour thématique l'électricité, il devient au fil des épisodes un maniaque persuadé que les ampoules électriques sont des êtres sensibles et qu'il faut toutes les délivrer. Ensuite, il y a Reddy Mou du Genou. Non, ce n'est pas son nom de super vilain. C'est son vrai nom. Et si, c'est quand même moins pire que Petit Boy. Le cas Mou du Genou est assez étrange. Botaniste de formation et passionné par les plantes, il est devenu à moitié plante après un accident au cours d'une expérience scientifique et peut désormais les commander à volonté. Mais son pouvoir et la manière dont il l'a obtenu sont les seuls points communs qu'il ait avec Ivy l'empoisonneuse. Mou du Genou n'est pas méchant. Non, pas au sens, la série considère que ce qu'il fait est méchant, mais ce qu'il fait est objectivement justifiable. Non, la série elle-même semble consciente de cet état des choses. On le met en scène comme étant plein de bonne volonté. Bon après, que son premier réflexe en apprenant que la fille qu'il aime l'aime aussi soit d'enlever la fille en question pour la forcer à devenir une plante comme lui, tuant ainsi toutes leurs chances de devenir un couple heureux, c'est pas très défendable. Peut-être, mais c'est surtout stupide. Ce n'est pas le chapelier fou de Batman. Il ne l'enlève pas parce qu'elle se refuse à lui, il ne la transforme pas en plante pour qu'elle soit sous son pouvoir hypnotique une fois la transformation achevée. Il l'enlève parce qu'il a découvert qu'elle l'aimait, et conclut que si elle l'aimait, elle ne pouvait que désirer être une plante pour être comme lui et vivre avec lui. Il en est persuadé. D'ailleurs, le fait qu'il se persuade de ça sort complètement de nulle part dans l'épisode. Son accident vient d'avoir lieu. Il est plutôt content de ses nouveaux pouvoirs, mais à part faire des blagues de potache à ses collègues qui l'ont embêté quand il était humain, enfin quand il était un canard, et qu'il mérite amplement, il n'a encore rien fait de vraiment blâmable. Il n'avait manifesté ni folie ni méchanceté jusqu'alors, et là, hop, sans transition, il décide de transformer sa petite amie en plante malgré les refus de celle-ci. Je suppose que c'est mal mis en scène et qu'on est censé comprendre que sa transformation a malgré tout altéré sa clairvoyance et son caractère, faisant de lui un fou dangereux. Sauf que, non plus. Dans ses autres apparitions, la plupart du temps, il reste le même gars plein de bonne volonté, qui provoque des dégâts en faisant des expériences bien intentionnées qui tournent mal, ou alors dévaste les alentours parce qu'on l'a vraiment beaucoup cherché. À chaque fois que Mou du Genou commet un crime, il y a toujours une motivation défendable derrière. Il a besoin d'amis, alors il s'en fabrique avec des plantes, mais ces plantes deviennent incontrôlables, ou alors il lui faut des sous pour nourrir ses enfants ainsi créés, ou alors il est maltraité par des figurants qui mériteraient une bonne leçon. Bizarre, vraiment. Les deux derniers membres des 5 mercenaires, Pokernaz et Liquidator, sont moins proéminents. Pokernaz n'a pas de super pouvoir, enfin apparemment sa gogolerie est un super pouvoir, et il est très grand. Mais c'est surtout, comme Toyman, un marchand de jouets. Lui a fait faillite à cause des jeux vidéo, et utilise ses inventions pour se venger de l'industrie du jeu vidéo et récolter quelques sous au passage. Liquidator, c'est le PDG véreux d'une entreprise qui vend de l'eau minérale. Mr. Mask l'a accidentellement fait tomber dans une cuve d'eau enrichie en produits chimiques alors qu'il essayait de l'arrêter. De son passé de commercial, il garde la manie de parler en slogan.
Ils ne sont pas inintéressants en soi, c'est juste qu'à partir du moment où les méchants se mettent à bosser ensemble, Pokernas devient le sidekick de Megavolt et Liquidator celui de Mou du Genou. Sans compter que Liquidator a vraiment très peu d'épisodes à lui tout seul. Megavolt et Mou du Genou crevant déjà l'écran, ça laisse peu de place à leurs partenaires. On s'attardera pas sur les autres super vilains divers et variés, mais il y a tout de même un aspect de cette série qu'on n'a pas évoqué et dont on doit parler, c'est que Mr. Mask n'affronte pas que des super vilains, il affronte aussi des méchants de James Bond. Plus exactement, il arrive de temps en temps que l'équivalent d'Interpol, le chute, fasse appel à Mr. Mask et à ses techniques de freelance pour contrer les activités d'une organisation criminelle internationale, le FAWL. FOWL, forfaiture obscure double véreuse de l'argent. Ouais, il paraît que les techniques bureaucratiques sont parfois pas les plus appropriées face à ce genre de menaces. On le constate. Les agents du FAWL sont tout aussi divers et hauts en couleur que les super vilains, mais le plus récurrent est Bec d'Acier, qui est l'ersatz de... Non, pas exactement, même s'il a un bec en acier. C'est un chef de gang. C'est un coq dont les sbires sont habillés en eux. Et son rire de méchant de James Bond, c'est un jingle. Que la plupart du temps, il ne finit pas. Les épisodes du chute permettent d'apporter une dimension espionnage à la série, ce qui permet d'avoir des thématiques très variées. De fait, la série a mis 3 saisons à épuiser sa recette. Tous les épisodes ne sont pas égaux, loin s'en faut. Et quand on voit les derniers épisodes, on se dit qu'il était vraiment temps de s'arrêter. Mais la grande majorité réussit à être à la fois hilarante et touchante, en s'y prenant toujours d'une façon différente, ce qui fait que la série est très difficile à résumer. Il semblerait que le public, qu'il soit américain ou français, ait gardé davantage de souvenirs de la bande à Picsou que de Mr. Mask. Pourtant, on voit que les auteurs n'ont pas conçu Mr. Mask comme un parent pauvre de la bande à Picsou, comme le projet Zeta a pu l'être pour Batman la Relève. D'ailleurs, quand Mr. Mask visite le monde des humains, c'est de Mr. Mask, pas de la bande à Picsou, que le monde entier est fan. Il n'y a rien d'autre à ajouter, sinon que Mr. Mask mérite qu'on s'en souvienne. Tu peux te brosser, Sinister, tu n'emmèneras pas ma fiancée dans le tunnel de l'amour. Oh, loin de moi cette idée, Mister. Je n'ai pas l'intention de m'imposer. Est-ce que ton séjour sur la Terre t'aurait fait oublier le traditionnel salut Plutarchia? Mais je suis toujours prêt, votre boudinerie. Les pauvres, ils ont toujours un train de retard. Bien, alors occupe-toi d'elle. Si je vous reconnais, je suis votre plus grand fan. C'est exact. J'ai effectivement fait faillite. Et à cause du sapeur, il s'en reproche. Heureux d'être tombé à pic. J'ai quelque chose à vous montrer. On les tient. Si on mangeait quelques boulettes de soja avant d'entrer. J'ai eu le temps de partir avec une arme intéressante appartenant à la guilde avant mon départ. Wow! Destroy à mort! Bonjour! Y a quelqu'un d'une autre planète là-dedans? Ils feront très bien au milieu de mes berlingots. Papa, je m'appelle Carotte. C'est là que vivent les moines qui m'aiment beaucoup. Et aussi l'homme qui habite dans le grenier. J'y vois rien, moi non plus. Je suis obligée de faire comme ça pour lire. La culture, ça doit être aussi précieux que la confiture sur sa planète. Alors, eh bien, voilà, c'était la nuit et il y avait un pont. El Toro Fuerte est tout simplement imbattable, parce qu'El Toro Fuerte est le meilleur. Je me demandais si vous n'auriez pas un brin de cannelle à me céder. Diamant? S'agirait-il d'une bague de fiançailles? Je pense qu'on ne peut rien obtenir dans la vie sans produire des efforts en contrepartie. Alors, Titeuf, penses-tu pouvoir me résoudre cette multiplication avant la fin de la journée? Bon, maintenant tu viens et tu arrêtes tes bêtises. C'était Clarabelle qui vous rappelle que les ragots ne sont jamais faux. Les enseignements d'une civilisation, et plus encore la nature même d'un peuple, se définissent par le conflit. Je hais ce diminutif, il fait monter ma tension. Et avant qu'on désobéisse, il coulera de l'eau sous les ponts. Je devrais plutôt dire, nous avons plusieurs avions à prendre. Oh, ce que je suis drôle. Bonjour, c'est moi, votre ami Lucky. Vous avez trouvé où j'étais caché aujourd'hui? De quoi il se mêle ce canard masqué? Je lui ai pourtant rien fait du tout. Tu dois maîtriser les 4 éléments et affronter le Seigneur du Feu. Et le jour où tu le feras, j'espère que tu penseras comme un génie complètement fou. Salut, je m'appelle Tigrou. Maître Talon, huissier de justice. D'audacieux criminels ont entrepris avec succès de déstabiliser notre économie nationale. C'est programmé, hein? J'ai bien envie, moi, de t'envoyer la casse, bon à rien. Tu m'as bondi dessus des milliers de fois. Non, voyons chez Ludwig von Drake, professeur de contrôle du tempérament. Non, monsieur, je proteste. Ce canard n'est même pas agent du chien. Il n'a résolument aucun respect pour procédure et sa personnalité, ma boule mentale, est imprévisible. Nous allons la... Hier soir, je passais une charmante soirée en compagnie de ma magnifique épouse à la peau de rêve ainsi que mon adorable petite nièce Luba. Vous êtes aussi professeur en psychologie criminelle à l'université de Gotham. Et j'ai lu vos travaux sur le sujet. Vraiment très impressionnant.
Ça balance un masque sur ma guitare basque. Accrochez vos cages, je suis Mr. Mask. C'est moi la terreur qui frappe la nuit. J'arrête les voleurs, je chasse les bandits. J'attaque de partout, j'arrive de nulle part. Je casse du voyou, j'écrase du loupard. Ils tombent tout cuits dans ma casserole, je les explose au rock'n'roll, oh yeah. Je mets les escrocs pas beaux derrière les barreaux. Ils montrent les crocs, je les calme à coups de marteau. Je les attaque par derrière, déguisés en courant d'air. Même sur la mer, je baisse du gangster. Je fonce à plein gaz, accrochez vos casques. Avec Mr. Mask, ça balance un masque.